Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un monstre sacré du théâtre français, Phèdre de Jean Racine. On va décortiquer ensemble cette tragédie qui est, une des plus grandes jamais écrites. C'est parti. Alors, pour bien comprendre l'œuvre, il faut faire un petit voyage dans le temps. Imaginez, on est en 1677. C'est le grand siècle du classicisme en France, une époque où le théâtre obéit à des règles super strictes. C'est dans ce cadre, ce moule très précis, que Racine va créer son chef-d'œuvre. Voilà le programme. On va commencer par regarder le contexte, puis un résumé de l'histoire en 1 minute chrono. Ensuite, on va creuser les grands thèmes, la passion vue comme une maladie, la question de la culpabilité, le pouvoir terrible des mots, et pour finir, ce que cette tragédie nous apprend. Ça vous va ? Allez, on y va. Bon, avant de se jeter dans l'histoire, c'est super important de comprendre un peu le décor, les règles du jeu de l'époque. Première étape donc, le contexte. Alors, Phèdre, c'est une tragédie de Jean Racine, une vraie star du XVIIe siècle. Pour l'écrire, il est allé piocher dans la mythologie grecque chez un auteur qui s'appelle Euripide. Et son objectif, comme pour toutes les tragédies de l'époque, c'est de nous secouer, de provoquer des émotions fortes, de la pitié pour les personnages et de la terreur face à ce qui leur arrive. Et pour réussir ça, Racine respecte à la lettre une règle d'or, la fameuse règle des 3 unités. C'est simple, une seule intrigue principale, pas d'histoire à côté. Toute l'action doit se passer en 24 heures, pas plus. Et tout ça dans un seul et même endroit. L'effet est incroyable. La tension monte, monte, monte. On a l'impression d'être enfermé dans un piège qui se referme lentement. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, voyons un peu comment fonctionne cette machine infernale qu'est l'intrigue. Accrochez-vous, on résume toute l'histoire en 1 minute. Tout part d'une rumeur. Le roi Thésée est mort. Sa femme, Phèdre, se sent alors libérée et elle avoue à son beau-fils, Hippolyte, l'amour fou et secret qu'elle a pour lui. C'est un amour totalement interdit, incestueux. Forcément, Hippolyte est horrifié et la repousse violemment. Et là, coup de théâtre, Thésée n'est pas mort. Il revient. Panique à bord. Pour sauver Phèdre, sa nourrice Œnone va mentir et accuser Hippolyte d'avoir essayé de la séduire. À partir de ce mensonge, c'est fini, la machine infernale est lancée et plus rien ne pourra l'arrêter. Voilà pour l'histoire. Maintenant, on va pouvoir creuser un peu. Ce qui est dingue dans Phèdre, c'est que l'amour, ce n'est pas du tout le sentiment un peu mièvre auquel on pourrait penser. Non, ici c'est une maladie, une force qui détruit absolument tout sur son passage. Finalement, la question qui est au cœur de toute la pièce, c'est celle-là. Est-ce que Phèdre maîtrise ce qu'elle ressent ? Est-ce qu'elle choisit d'aimer Hippolyte ? Eh bien, la réponse de Racine est plutôt nette. Ce vers, il est hyper célèbre, et il dit tout. Regardez bien, la passion, ce n'est pas une décision, c'est une réaction du corps, quelque chose de physique, d'incontrôlable. Son corps l'a trahi. Il réagit avant même qu'elle ait le temps de penser. En fait, Phèdre ne contrôle absolument rien. Et pour qu'on ressente bien cette perte de contrôle, Racine choisit ses mots avec une précision chirurgicale. Il ne parle pas d'amour, mais de feu et de maladie. La passion, c'est un poison, un mal qui brûle Phèdre de l'intérieur. C'est une force qui la dévore, littéralement. Alors, si la passion est une maladie, ça nous amène à une autre question, encore plus vertigineuse. Qui est le responsable de tout ça ? Est-ce que les personnages sont vraiment maîtres de leur destin ? C'est la suite logique, non ? Si sa passion est une sorte de virus, est-ce qu'on peut vraiment la juger coupable de l'avoir attrapée ? Tout le drame de la pièce est là. Et la réponse, c'est Phèdre elle-même qui nous la donne. Elle ne dit pas « je suis amoureuse ». Non, elle dit qu'elle est la proie de Vénus, la déesse de l'amour. L'image est d'une puissance folle. Elle n'est pas actrice de son amour, elle est chassée, traquée par une déesse. Et là, on touche du doigt le concept central de la tragédie, la fatalité. Dans cet univers, l'être humain n'est pas libre. Il est un peu comme une marionnette, le jouet de force qui le dépasse complètement. Les dieux, ses propres passions, son destin est tracé d'avance. Et quoi qu'il fasse pour y échapper, c'est peine perdue. Et ce piège de la fatalité, il se referme sur absolument tout le monde. Phèdre est le personnage tragique par excellence. Elle n'est ni complètement coupable, parce que Vénus la manipule, ni complètement innocente, car elle sait que ce qu'elle fait est mal. Hippolyte, lui, est une victime innocente, sacrifiée. Et Thésée, aveugle par sa rage, devient sans le savoir le bourreau de son propre fils. Maintenant, parlons d'un autre poison qui circule dans toute la pièce, la parole. Parce que dans Phèdre, les mots ne font pas que décrire la catastrophe. Ce sont eux qui la provoquent. Réfléchissons un instant. Au tout début de la pièce, Phèdre se tait. Elle est même prête à mourir pour ne pas parler. Mais pourquoi ? Pourquoi ce silence est-il si crucial ? En fait, si on regarde la chronologie, c'est limpide. Tant que le secret reste enfoui, le mal est contenu à l'intérieur de Phèdre. Mais le premier aveu, à sa nourrice, c'est comme allumer la mèche. Le deuxième, à Hippolyte, met le feu aux poudres. Et le coup de grâce, ce n'est même pas un acte, c'est juste une parole, le mensonge d'Œnone.
qui va tous les condamner. La leçon est donc brutale mais claire. Dans cet univers, la parole est une arme. Chaque mot a un poids, des conséquences énormes. Le silence est un bouclier, mais l'aveu, c'est une sentence de mort. Ici, parler, c'est agir, et presque toujours pour le pire. Alors, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ce carnage? Quelle est la vision de l'être humain que Racine nous laisse en héritage? Disons-le, la vision de Racine est assez sombre. Premier point, les passions, si elles ne sont pas maîtrisées par la raison, mènent tout droit à la destruction. Deuxième leçon, la vérité finit toujours par se savoir. Le problème, c'est que dans la tragédie, elle arrive toujours trop tard, quand les dégâts sont irréparables. Et enfin, personne, même le plus juste, n'échappe à son destin. Et pour conclure, la pièce nous laisse avec une question qui flotte dans l'air. Cette lutte intérieure que vit Phèdre, ce combat permanent entre le cœur et la raison, entre le désir et le devoir, est-ce que c'est quelque chose qui, plus de 300 ans après, nous parle encore? Je crois que la question mérite d'être posée. Merci beaucoup de m'avoir écouté.